Vendredi 21 juin, on se rappelle, c'est aussi jour de célébration de la musique, fête de la musique à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a poursuivi hier après-midi sa rencontre avec la classe politique malienne. Le chef de l'État a reçu une délégation de l'ADEMA-PASJ et celle du MPR. Les échanges ont porté sur la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou et la tenue de l'élection présidentielle au mois de juillet prochain. Sur ce dernier point, le professeur Dioncounda Traoré a assuré ses interlocuteurs de l'engagement du gouvernement à réussir la bonne organisation de l'élection à venir. Des audiences suivies par Bourama Traoré. Après la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'heure est à l'explication du contenu du texte à la classe politique malienne. Un exercice auquel se livre le président de la République par intérim. Le professeur Dioncounda Traoré rencontre d'abord une délégation de l'ADEMA-PASJ. La formation politique approuve naturellement les préaccords et entend soutenir les autorités de transition dans la mise en œuvre des engagements pris. Nous nous sommes engagés à soutenir toutes les initiatives qui peuvent nous permettre d'éviter la guerre, d'assurer en tout cas tout ce que nous avons retenu comme éléments fondamentaux et sur lesquels tous les Maliens sont d'accord. L'intégrité, la laïcité, les valeurs républicaines, il faut que cela soit préservé. Ensuite, le chef de l'État reçoit une délégation du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Pendant une heure environ, les premiers responsables du parti du Tigre se sont entretenus avec leurs interlocuteurs sur la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le MPR se dit favorable à l'organisation de cette élection à la date indiquée. Toutefois, la formation politique exprime un souhait. Un report de quelques semaines pour régler certains problèmes techniques que nous avons constatés depuis que les listes ont été affichées nous paraît plus sage, plus responsable. Le président a donné des assurances indiquant que les informations qui lui parviennent indiquent clairement que les conditions minimales sont réunies pour tenir les élections. Nous ne serons pas parmi les partis qui vont gêner la tenue des élections. Le président de la République par intérim a poursuivi ce vendredi sa rencontre avec les leaders politiques. L'objectif est de mettre les différents acteurs au même niveau d'information. L'accord de Ouagadougou, l'élection de juillet prochain, les mêmes sujets ont été abordés aujourd'hui avec les délégations des partis CENI de Faso Yirewatan, de la CODEM et du Parina. Ces trois formations ont salué la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou que certains qualifient de soubassement pour la paix. Les interlocuteurs du jour du président de la République par intérim sont dans la dynamique de la tenue de l'élection présidentielle à la date indiquée. Mohamed Diarra cette fois-ci. C'est pour échanger sur un sujet crucial que le président de la République par intérim rencontre la classe politique malienne à sa propre demande. Ce sujet n'est autre que l'accord préliminaire que viennent de signer les autorités de la transition et le groupe rebelle Touareg. Un document qui suscite beaucoup de commentaires. Pour le CENI de Faso Yirewatan, par exemple, la démarche adoptée pour la signature de l'accord est qualifiée de raisonnable. On ne pouvait pas s'attendre dans le cadre d'un accord préliminaire à la résolution des questions de fond, notamment de certaines questions qui taraudent particulièrement les Maliens. Vous faites allusion à quoi? Qui ne s'interroge sur le problème de désarmement, sur l'utilisation du terme Azawad, sur les poursuites engagées contre les rebelles. Voici des questions extrêmement importantes qui ont été prises en charge, mais il faudrait que par une explication claire et nette et par un échange avec l'ensemble des Maliens. Même sentiment chez le parti de la CNU. La délégation de la CODEM se dit prête à accompagner le gouvernement de transition pour la réussite de ses missions. En revanche, les responsables de la CODEM ont fait part au président de la République de quelques préoccupations par rapport à la date de l'élection présidentielle. Nous l'avons d'abord félicité par rapport à la réussite de l'accord préliminaire, qui est le soubassement d'une paix définitive avec les bandes armées. La CODEM a soulevé un certain nombre de problèmes, de cartinina, des problèmes des gens qui se sont fait recenser, qui ne sont pas sur la liste électorale. Nous avons soulevé ces problèmes, mais le président nous a quand même rassurés. L'élection présidentielle doit se tenir sur l'ensemble du territoire malien, stipule l'accord préliminaire de Ouagadougou. Le président du Parina demande le soutien de l'ensemble des Maliens pour une application de l'accord préliminaire.
Parlant de l'élection présidentielle, Tchaben Dramé a évoqué quelques difficultés techniques à résoudre avant d'évoquer la responsabilité du gouvernement par rapport à la tenue de ce scrutin à la date indiquée. C'est le gouvernement qui a fixé la date du 28 juillet. En tant qu'acteur politique, invité par le président, nous lui avons fait part de nos sentiments sur la base des informations dont nous disposons à 5 semaines du 28 juillet au gouvernement de dire au pays, après avoir entendu les acteurs politiques, s'il sera prêt le 28 juillet. Les différents intervenants s'accordent sur la nécessité de cheminer ensemble afin de bâtir un Mali nouveau. Autre institution, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu le groupement professionnel des agences de communication. Ce groupement a rencontré Younessi Touré pour connaître la suite du projet de loi régissant les agences de communication. Amadou Moustapha Diop, président du groupement professionnel des agences de communication, au micro de Moussokura à Konaté. Ça fait 1 an que nous sommes en train de courir derrière une loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'a pas été votée. Donc nous sommes venus nous enquérir des raisons de ces blocages. C'est la loi sur le régime général de la publicité qui régit notre secteur d'activité. Vous savez que les agences de communication du Mali ne sont régies par aucune loi. On est sorti complètement édifié. L'Assemblée, le blocage ne se situe pas au niveau de l'Assemblée nationale, mais plutôt au niveau du gouvernement. Donc au sortir d'ici, nous allons voir le ministre de la Communication pour savoir les raisons qui font que cette loi n'est pas encore au niveau de l'Assemblée. Vous l'avez suivi hier, l'émissaire des autorités maliennes à Ouagadougou était face à la presse, et cela pour expliquer le fond de l'accord préliminaire signé entre Bamako et l'ensemble des groupes armés. Tchibili Dramé invite les Maliens à prendre connaissance du document pour plus d'informations. Le texte, précise-t-il, respecte sur toute la ligne l'intégrité et la souveraineté nationale. Des experts militaires sont à pied d'œuvre pour désarmer et cantonner les groupes armés. Nous vous proposons un extrait de ce point de presse pour plus de détails des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Le cantonnement, ça veut dire que quelque part, un endroit sera trouvé où les éléments des groupes armés qui doivent être désarmés seront cantonnés en attendant, n'est-ce pas, qu'on répertorie toutes les armes. Et Dieu sait, dans cette partie de notre pays, il y en a. Et qu'on les mette quelque part et qu'on les encourage, eux, à aller vers des activités de réinsertion socio-économique, comme on l'a dit. Certains ont écrit également que non, c'est la réintégration dans les forces armées. Il n'en a jamais été question au cours des discussions à Ouagadougou. Alors, nos experts travaillent d'arrache-pied. Croyez-moi, ils ont une conscience aiguë de l'urgence, de l'importance de toutes ces questions, de l'attente du peuple malien, de l'attente des pouvoirs publics maliens, mais de l'attente de la communauté internationale, dont nous saluons encore une fois la mobilisation exceptionnelle autour du Mali. Ils ont conscience de cela, c'est pourquoi ils travaillent ensemble. Ils ont commencé à travailler la veille. Normalement, leur mandat devait commencer le lendemain, mais ils ont commencé à travailler la veille. Et nous y avons des officiers de très grande valeur, et ils vont travailler avec le sens aigu du pays, sens aigu de la patrie. Ils vont défendre les intérêts du Mali. Je n'ai aucun doute. Moi, je crois qu'il est important de calmer le jeu. De calmer le jeu. Le pays revient de très loin. Le pays est dans une situation extrêmement difficile. Nul n'a le droit, il me semble, de contribuer à le remuer davantage. L'accord de paix de Ouagadougou, c'est pour ramener le calme au Mali, la stabilité au Mali. Le plus important, c'est que le monde entier dit et redit que Kidal est au Mali. Et que ceux qui avaient cru que Kidal n'était pas au Mali acceptent que Kidal est au Mali. Alors, moi je ne comprends pas, au lieu d'applaudir ça, je lis les accords de la honte. Et ceux qui crient ceci, où est la honte ici? Où est la honte? Je crois que nous avons tous à cœur ce pays. Nous sommes tous attachés à l'unité, à l'intégrité du Mali, à l'intérêt national du Mali. Et c'est là qui nous a guidés. On nous a dit, non, ils sont allés signer ceci, ils sont allés signer cela. Encore une fois, je crois que le débat qui est en cours aujourd'hui, c'est entre ceux qui croient qu'on peut atteindre les objectifs que nous avons par le dialogue et la diplomatie, et ceux qui privilégient une action militaire hasardeuse
aux conséquences imprévisibles, tant au plan intérieur qu'au plan international. La mission pendant cette période-là, c'était de défricher le terrain. Et la commission de dialogue prendra le relais. Elle prendra le relais aussitôt. D'ailleurs, dès le 25 mai, nous avons convenu avec le Haut Conseil de l'Azawad à Niamey qu'il fallait faire un forum des communautés du Nord pour la paix et la réconciliation nationale et que la commission dialogue et réconciliation devrait être le maître d'œuvre de cela. Vous voyez que la commission est mentionnée dans l'accord du 18 juin. Les forces armées et de sécurité du Mali sont concernées en premier chef par cet accord de Ouagadougou. C'est ainsi que les forces armées et de sécurité adhèrent entièrement aux accords signés entre le Mali et les mouvements armés. Aussi, elles ne ménageront aucun effort pour sa mise en œuvre. Écoutons les explications du colonel Souleymane Dambélé, directeur adjoint de la DIRPA. Il est au micro de Alousseni Touré. Les forces armées et de sécurité du Mali sont respectueuses des accords et engagements signés par les autorités politiques et au nom de la République. À cet égard, les forces armées et de sécurité du Mali sont solidaires des autorités politiques pour la mise en œuvre de cet accord. Ce qui est important ici, c'est que, c'est un accord préliminaire, c'est-à-dire une première solution à travers le dialogue. 2, c'est un accord inclusif qui a pris en compte tous les groupes armés. Ce qui est aussi important de souligner, c'est de rassurer la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers du Mali de la volonté des forces armées et de sécurité de respecter à la lettre les contenus de cet accord. Le redéploiement des forces armées et de sécurité du Mali se fera. Le drapeau malien va flotter à Kidal, que ce soit à Gelok, Tinzawaten, Inabag, Abebara. Toutes les localités de la région de Kidal seront prises en compte par les forces armées et de sécurité du Mali. Ce qu'il faut retenir de ce processus de réinsertion, ce n'est pas une réintégration des ex-combattants. Il s'agit d'une réinsertion socio-économique. Il va sans dire que tous les combattants, tous les militaires maliens des mouvements qui ont déserté les rangs des forces armées maliennes n'y reviendront plus. Restons avec l'armée qui vient d'ajouter 20 nouveaux officiers à son effectif. Ces officiers stagiaires ont reçu leur diplôme après 9 mois de formation. La cérémonie de remise de parchemin a été présidée par le général Daourou Dambélé, chef d'état-major général des armées, en présence de plusieurs autres hauts gradés de l'armée malienne et étrangère. Fousseni Tunkara depuis Koulikoro. 20 officiers, dont 15 Maliens et 5 venus du Togo, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire, ont suivi une formation intense de 9 mois pour bénéficier de ce diplôme. Diplôme qui leur permettra désormais d'être des conseillers au niveau de l'instance suprême de l'armée. À vous, officiers de la 25e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, vous voilà désormais détenteurs du prestigieux diplôme d'état-major, qui vous permettra d'accéder à de nouvelles responsabilités et d'être des forces de proposition pour vos chefs. Il ne fait aucun doute que vous êtes d'ores et déjà aptes à servir dans les états-majors nationaux et multinationaux de niveau groupement tactique interarmes à brigade interarmes. L'école d'état-major national a pour devise « S'instruire pour mieux conseiller ». De sa création en 1997 en le jour, elle a formé 597 officiers du Mali et d'ailleurs. Cette prestigieuse école a récemment changé de nom pour devenir École d'état-major national de Koulikoro. Ce nouveau statut n'a en rien fait déroger l'école de la politique de base, c'est-à-dire former au profit des pays africains le plus d'officiers d'état-major possible pour servir nos armées.
Tous les intervenants au cours de cette cérémonie ont invité les récipiendaires à faire bon usage de leur formation. Quand on fait la formation à l'école d'état-major, il s'agit de mettre à votre disposition un outil qui est constitué de méthodes. Et une fois après l'école, il faut que dans la pratique, que les stagiaires ne se séparent pas de leurs documents, les officiers. Et chaque fois qu'ils mettent ça en pratique, et comme ça, la méthode reste. Toutes les corporations étaient représentées à cette cérémonie, comme pour dire que l'armée malienne est soudée à jamais. Page élection de ce journal, appui au processus électoral. Le Royaume des Pays-Bas vient de contribuer pour 1,350 milliard de francs CFA. Quant au programme des Nations Unies pour le développement PNUD, il remet des équipements d'une valeur de 166 millions de francs CFA. La signature des accords et la remise des équipements ont eu lieu en présence du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Reportage signé Moïse Traoré. Le Royaume des Pays-Bas contribue pour 1,350 milliard à la corbeille. C'est le fonds commun des partenaires soutenant le processus électoral au Mali. Avec deux éléments. D'un côté, cette contribution au panier commun, régie par le PNUD, pour favoriser à la fois le débat entre les candidats et une bonne mobilisation des électeurs pour le scrutin. Mais d'autre part aussi un appui à travers Oxfam Novib pour renforcer la transparence par un contrôle citoyen des résultats. Le Mali et ses partenaires cherchent à mobiliser une vingtaine de milliards. La moitié est presque obtenue. Les activités prioritaires et indispensables sont déjà bouclées en termes de financement. Maintenant, nous allons continuer à chercher des ressources supplémentaires pour permettre l'éducation, la formation et la sensibilisation. C'est une activité que nous allons continuer jusqu'au 28 au moins et que nous allons continuer au besoin s'il y a un deuxième tour. Le deuxième accord signé est un appui logistique du PNUD d'une valeur d'environ 166 millions. Les équipements sont un véhicule pick-up à double cabine, du matériel informatique et des copies de la loi électorale. Kidal va commencer uniquement lorsque le gouverneur, les préfets et les forces de sécurité et de défense seront sur place. Nous avons prévu de multiplier les équipes et de réduire les durées de révision des listes électorales pour Kidal afin d'être sûr que l'élection présidentielle aura lieu à Kidal à la même date que sur le reste du territoire national. En Europe et en Arabie Saoudite, il n'est pas évident de trouver 500 enrôlés par bureau de vote. Nos compatriotes de l'étranger souhaitent pouvoir voter même là où ce nombre n'est pas atteint. Le ministre de l'Administration estime le défi surmontable, tout comme la contrainte du délai. Le candidat du parti Alliance Mali Dambé a animé une conférence de presse à la Maison de la Presse. Devant les journalistes, il a expliqué les raisons de sa candidature. Il a aussi parlé de ses engagements pour le Mali. Maître Tidjani Guindo prône le changement. Cheikh Oumar Sangaré. L'éducation, la justice sociale, la lutte contre la corruption et l'insécurité sont les grandes lignes du projet de société présenté par les candidats de l'Alliance Mali Dambé AMD à l'élection présidentielle de juillet prochain. Au cours de cette conférence, Maître Tidjani Guindo a parlé de la situation du pays, de la vie du parti et de sa candidature. Il prône le changement. Le pays a besoin de changement, le pays a besoin de compétences, le pays a besoin de renouveau. Je pense que nous sommes prêts. En tout cas, à donner de l'espoir à notre peuple, à donner une bonne image du peuple malien à l'extérieur. Le Mali peut compter sur certains de ses fils, dont moi-même, pour redresser la situation dans ce pays. Les confrères ont posé des questions relatives à la sortie de crise, sur les formalités de sa candidature et ce qu'il fera une fois élu. Le respect de la loi et l'éducation des jeunes sont les priorités du parti. Nous allons respecter le droit. La justice sera réhabilitée et je vous dis, il y aura une séparation de pouvoir. Et nous aussi, si aujourd'hui nous sommes où nous sommes, parce que tout simplement nous avons bénéficié d'une école publique performante qui nous a permis aujourd'hui dans le monde entier d'être des cadres respectés. Donc la jeunesse actuelle a droit aussi à cette bonne éducation, à cette bonne formation. Elle a droit à l'emploi. La jeune formation Alliance Mali Dambé mise sur la jeunesse pour le changement.
Le programme du réseau APEM, appui au processus électoral au Mali, et NDI, National Democratic Institute, dénommé appui au processus démocratique par l'observation citoyenne de la phase préélectorale des élections présidentielles et législatives au Mali, a été officiellement lancé. La cérémonie a regroupé les responsables des élections et des partenaires. Compte rendu Isaac Tchenou. Cette conférence de presse marque le lancement du programme d'observation des élections du réseau APM, et réseau d'appui au processus électoral au Mali. Ce programme est une nouvelle affirmation du réseau et de ses partenaires à poursuivre l'œuvre de promotion de la démocratie et des droits de participation des citoyens maliens. Le réseau APM, fort de ses attentes, veut contribuer à la restauration et à l'enracinement de la démocratie au Mali par l'observation citoyenne de la préélectorale et des élections présidentielles et législatives, et le renforcement démocratique à travers la participation de la société civile pour des élections justes, libres, démocratiques, transparentes et régulières lors de la transition au Mali. Elle a pour but d'assurer un processus électoral équitable, conduit selon des standards internationaux, ce qui encourage la protection des droits civils et politiques. Elle fait partie des mesures de vérification et de contrôle et aide à déceler et prévenir les problèmes, encourage la transparence, établit la crédibilité du processus et garantit le respect du cadre législatif. La présence des observateurs permettra de crédibiliser davantage les élections. C'est pourquoi l'initiative est saluée par tous les partenaires. À travers ces programmes, les États-Unis manifestent leur volonté et leurs engagements à accompagner le Mali dans le renforcement de sa démocratie en organisant des élections justes, transparentes et pacifiques en 2013. La CENI, qui a sous sa responsabilité la gestion des observateurs, a rassuré de son soutien et invite par cette occasion les médias à s'approprier le processus électoral. En 5e région, la salle de conférence du gouvernorat de Mopti a servi de cadre pour abriter l'atelier de sensibilisation et de formation sur les préparatifs des élections et la remise des cartes Nina. Nous retrouvons Yaya Bokoum. Initié par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le présent atelier a regroupé chefs de quartier, notables, communicateurs traditionnels, leaders religieux, bref, toute la société civile de Mopti. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour. Le premier point porte sur l'état de mise en œuvre du processus électoral. Et le second point, ça concerne essentiellement l'implication des chefs de quartier, l'implication des chefs traditionnels, des chefs religieux et des communicateurs traditionnels dans la mobilisation de la population en faveur de l'enlèvement des cartes et l'inscription sur la liste électorale biométrique qui est en cours actuellement. Le chef de l'exécutif régional a insisté sur l'importance de la tenue du présent atelier. Notre pays traverse une période difficile de son histoire, marquée par une crise politico-institutionnelle et sécuritaire qui a fortement ébranlé les fondements de notre nation. Aujourd'hui, l'heure est la reconstruction du tissu social et du renforcement de notre démocratie pluraliste après la libération du territoire national. Aux questions soulevées relatives à la procédure d'enlèvement de la carte Nina, au vote par procuration, le cas des électeurs en déplacement, entre autres, ont eu des réponses satisfaisantes données par les conférenciers. Ainsi, les acteurs locaux se voient bien outillés pour jouer leur rôle dans l'organisation et la bonne tenue des élections. Nous, les chefs de quartier, faire un atelier d'information et de sensibilisation concernant les élections, vraiment, nous aurons beaucoup d'informations et nous allons expliquer ça à la population, même s'il faut rentrer de porte en porte pour les expliquer. L'atelier est rendu possible grâce à l'appui du PNUD. En 6e région, c'est la poursuite des travaux des commissions d'établissement des listes électorales et pour s'assurer du bon déroulement de ces travaux, les autorités régionales ont effectué une visite de supervision auprès des communes de Salam, Alafia et Tombouctou. Yaya Tandina. Il a été enregistré 174 radiations dans la commune urbaine de Tombouctou, 67 à Alafia et 80 à Salam. Ces radiations se passent dans les règles de l'art. Tout le monde est là. La commission d'administration est là, les partis politiques sont là et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que ce travail est vraiment fini. Les conditions de travail
sont bien et ne sont pas aussi bien parce que les locaux, on a un problème des locaux, on a un problème de l'électricité. La région de Tombouctou compte 367 672 électeurs potentiels repartis entre 1350 bureaux de vote et 52 commissions d'établissement des listes électorales. Le chef de l'exécutif régional s'est dit optimiste et a prodigué des conseils aux membres de la commission. Vive voix, il va falloir les voir, les écouter. Ils ont quand même des obstacles. Ces obstacles, ce sont des conditions de travail que nous essayons de pallier dans la mesure de nos possibilités. Alors, les communes que nous venons de visiter font en tout cas honneur à la nation, de façon à pouvoir exécuter dans les droites lignes de ce qu'on leur a appris dans les différentes formations et qui sont en train d'appliquer sur le terrain. Ils sont beaucoup à féliciter. En tout cas, pour cette révision, ça donne un bon présage pour des élections futures. Ces commissions ont commencé depuis le 5 juin et continueront jusqu'au 25. Elles ont pour mission la validation des listes électorales biométriques et la radiation des électeurs décédés. La 32e session de l'Assemblée parlementaire ACP et la 25e session de l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne ont eu lieu cette semaine à Bruxelles. Au cours de la session conjointe, une matinée a été consacrée à la situation de notre pays présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les parlementaires ont souligné l'importance de la reconstruction du pays par tous les acteurs de la région et au-delà confirmer leur appui au gouvernement de transition. Fatim Diallo depuis Bruxelles. La session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE avait à son ordre du jour des sujets très variés en phase avec l'actualité et les grandes questions du moment. Les députés des pays ACP et de l'Union européenne ont débattu de la situation au Mali, en Guinée et en République centrafricaine, de l'importance des ressources naturelles pour promouvoir le développement. Ils ont aussi adopté des résolutions sur une main-d'œuvre suffisante dans les soins de santé et sur l'avenir des accords de partenariat économique. S'agissant de la situation au Mali, les députés ont eu un échange de vues avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je voudrais avant tout remercier l'Union européenne, la Commission, le Parlement et les ACP pour tout le travail qui a été fait à Bruxelles et ailleurs afin de soutenir le Mali dans cette épreuve qui a été difficile et qui, Dieu merci, grâce à l'engagement de tous, est en train d'évoluer. En toute fin de session, le chef de la délégation a annoncé à l'Assemblée qu'un accord entre le gouvernement du Mali et les groupes rebelles venait d'être signé. Il est signé de l'ensemble des partis. Il est signé non seulement des mouvements rebelles armés, mais il est signé également des Arabes et des différentes milices qui existent dans le nord du pays. L'objectif de cet accord, il faut que nous soyons clairs, c'est de permettre que les élections puissent se dérouler de manière paisible, transparente sur l'ensemble du territoire. La Commission nationale de dialogue et de réconciliation qui a été mise en place pendant 2 ans va discuter dans un cadre inclusif les problèmes de développement et les raisons profondes qui ont fait que le terrorisme et le crime transnational ont ébranlé le Mali, afin que toutes les communautés du Mali puissent vivre en paix et dans l'harmonie. Pour le coprésident de l'Assemblée parlementaire ACP-UE, la situation sécuritaire du Mali est une question de portée mondiale. Il est donc nécessaire de créer les conditions de paix et de sécurité. Le conflit malien dépasse les frontières du Mali, dépasse les frontières de la région, de la bande sahélo-saharienne et du continent africain. C'est un sujet de portée internationale, j'ose le dire, c'est un sujet de portée mondiale, étroitement lié au terrorisme. Concernant la problématique de la main-d'œuvre dans les soins de santé, les députés ont demandé au pays de remplir l'objectif d'Abuja de consacrer 15% de leurs budgets nationaux à la santé. Quant aux accords de partenariat économique, l'Assemblée a appelé les pays ACP et de l'Union européenne à faire preuve de volonté politique pour conclure des accords de partenariat économique satisfaisants pour les 2 parties.
De Bruxelles, nous revenons sur le continent, direction Abidjan, où les travaux de la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, les travaux ont démarré. En plus des sujets économiques, fiscaux et financiers, les ministres de l'organisation examinent des questions institutionnelles et structurelles touchant la commission de la CEDEAO. Le ministre de l'économie et des finances, Tchenan Koulibaly, et celui des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, sont présents à la rencontre. Reportage de Boubacar Sissoko et Imoufri Sanou depuis Abidjan. Cette 70e session du Conseil des ministres de la CEDEAO examine les questions institutionnelles et structurelles. Ces questions sont relatives à l'élargissement de la commission de la CEDEAO et l'harmonisation des politiques économiques et fiscales de l'espace. Aussi, l'analyse des ministres des États membres porte également sur la problématique des négociations de l'accord de partenariat économique régional. Également, nous allons examiner certains rapports issus des travaux menés par certains ministres sectoriels, notamment les rapports sur les travaux menés par les ministres de la fonction publique du travail et de l'espace de la CEDEAO, également les rapports des ministres de l'énergie, également les rapports des ministres de la sécurité. Il faudra reconnaître aussi qu'en marge de ces travaux, le Mali est à l'ordre du jour au niveau de tous les sommets. La CEDEAO, ici, cette session ministérielle a décidé d'inscrire ce point important à l'ordre du jour. En ce qui concerne la situation du Mali, le Conseil des ministres de la CEDEAO s'est réjoui de l'accord préliminaire signé entre le Mali et les mouvements armés du nord du Mali. La consolidation de la paix au Mali passera par la phase de sécurisation entrevue par la résolution 2100. Elle passera aussi et surtout par la voie politique, à travers les élections libres, crédibles et transparentes sur toute l'étendue du territoire et par un processus soutenu de réconciliation nationale. À cet égard, je voudrais me féliciter des mesures concrètes qui sont en train d'être prises par les autorités compétentes du Mali à l'effet de garantir la tenue, dans les meilleures conditions possibles, du premier tour du scrutin présidentiel prévu le 28 juillet prochain. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les promesses de paix. Les résultats des travaux de cette 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO seront soumis à la conférence des chefs d'État prévue à Abuja, au Nigeria, les 17 et 18 juillet 2013. L'actualité sur un tout autre plan ici à Bamako, journée porte ouverte aujourd'hui à la Caisse nationale d'assurance maladie. Une journée qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée africaine du service public. Et cette journée vise à mieux faire connaître au public les avantages de l'assurance maladie obligatoire. Les ministres de la Santé et de la fonction publique ont pris part à la cérémonie de lancement. Nyanya Aliou Traoré. Voilà ma carte. Et je vous assure, je l'ai utilisé. Quand on a un épisode de maladie et qu'on est obligé de dépenser la totalité, voire plus que son salaire pour se soigner, c'est là qu'on prend conscience de l'intérêt d'être assuré. La santé a un coût, et ce coût-là est très élevé. Et dans tous les pays au monde, il y a une solidarité entre l'État et les bénéficiaires des prestations. On ne cessera jamais de le dire. Les avantages de l'assurance maladie obligatoire sont inestimables. En plus du témoignage des autorités, ces assurés aussi parlent de ses bienfaits. L'amour, ça m'a beaucoup aidé. Avec 30% que tu paies, vraiment c'est très bénéfique. L'amour, c'est une meilleure prise en charge des besoins de santé des travailleurs. Il s'agit de cotiser selon ses ressources pour se faire soigner selon ses besoins. Elle concerne les fonctionnaires, les salariés, les pensionnés, les députés et même les personnes du secteur informel. Outre la personne assujettie, l'assurance couvre les membres de sa famille qui sont à sa charge. C'est compte tenu de tous ces privilèges que se tient cette journée afin d'apporter plus d'éclairage sur les services de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à tous les fonctionnaires, à tous les travailleurs
tous les parlementaires, tous les pensionnés, de prendre contact avec l'INPS, avec la Caisse malienne de sécurité sociale, avec la CANAM, pour avoir les informations et déposer leur dossier. Tout part de là. Pour ceux qui hésitent toujours, plus de minutes à perdre. Les portes de la CANAM sont largement ouvertes. Elle compte à la date d'aujourd'hui plus de 80 000 assurés. Un chiffre que la direction veut dépasser pour en faire couvrir tous les Maliens. Nyanya Aliou Traoré a oublié de nous dire qu'elle aussi avait sa carte. Gouvernance et fonction publique, c'est le thème de la journée africaine de services publics célébrée dans notre pays comme partout en Afrique. L'objectif de cette journée est de contribuer à créer les conditions d'une administration performante répondant aux exigences des usagers. L'événement a eu pour cadre le gouvernorat du district de Bamako, Aluseni Touré. Comme pour donner un cachet particulier à l'événement, c'est le commissaire en charge du développement institutionnel qui anime la conférence dont le thème « Gouvernance et services publics » devrait contribuer à édifier les gestionnaires des ressources humaines et autres administrateurs présents. Mais déjà, le ton a été donné par le ministre de la fonction publique qui a mis l'accent sur l'égalité des citoyens devant le service public, l'éthique et la déontologie et surtout l'exigence de performance pour une meilleure gouvernance du service public. Fort heureusement, si nous regardons nos lois, nos décrets, nos textes fondateurs de l'administration publique, on remarque que ces principes sont généralement tous contenus dans ces textes. Il suffit de les appliquer. Il suffit de les appliquer. Les droits et obligations des agents publics sont définis dans le statut général des fonctionnaires du Mali. L'égalité des usagers est définie dans nos lois. Et nous avons entrepris depuis des années des programmes visant à rendre notre administration plus performante, ouverte aux usagers. Il y a une loi sur les relations entre l'administration et les usagers. Il suffit d'appliquer cette loi. En attendant le 23 juin, journée commémorative du service public en Afrique, les activités ont été réparties sur les journées du jeudi, vendredi et samedi, avec entre autres la journée porte ouverte de la CANAM. Le ministre en charge de la fonction publique sera l'invité de questions d'actualité ce dimanche pour donner des explications sur la charte africaine sur les valeurs et principes de l'administration. Pour le redressement économique du Mali après la crise, le Bureau international du travail, BIT, entend investir dans plusieurs domaines. Il s'agit entre autres de la formation professionnelle, la promotion de l'entreprise, le développement de la microfinance. Toutefois, l'initiation des membres du Conseil économique, social et culturel aux techniques de négociation collective était un préalable. Voilà ce que nous dit Mamadou Bagayogo. Parmi les 12 thématiques retenues, l'une porte sur la relance de l'économie par un appui au secteur privé, le renforcement de l'agriculture et l'emploi des jeunes. Au terme de cette formation des membres du Conseil économique, social et culturel, l'Organisation internationale du travail OIT concrétise son appui au Mali. Nous avons eu aussi à traiter de l'emploi en période post-crise. Donc, ce qui est conforme d'ailleurs au calendrier du Mali, c'est-à-dire à la feuille de route. La feuille de route parle de relance de l'économie. Qui parle de relance de l'économie parle de création d'entreprises, parle de reconstruction, parle de création d'emplois. Nous avions beaucoup appris. Les techniques de négociation, nous les avions certainement acquis aujourd'hui parce que j'avoue personnellement que tellement que les débats sur la question étaient d'importance, tellement que le sujet a suscité au niveau du Conseil économique un engouement. Vous avez dû comprendre que la salle du début à la fin était carrément remplie de tous les membres du Conseil. Donc aujourd'hui, je puis vous rassurer que, en tout cas, ce que nous avions appris, nous comptons le mettre à disposition de nos populations. La politique vise à impliquer le Conseil économique, social et culturel dans la mise en œuvre de divers projets d'intérêt économique
du Bureau international du travail BIT sera bien appliquée selon le président du Conseil, Jamil Bitar. Quelle justice transitionnelle pour le Mali? C'est le thème de ce colloque national sur la justice transitionnelle tenu les 17, 18 et 19 juin dernier. À l'issue des travaux, les participants ont élaboré des documents très explicites sur la crise malienne. Compte rendu de cette cérémonie de clôture avec Garibou Péou. Permettre l'appropriation des concepts de la justice transitionnelle par les Maliens d'une part et faire des recommandations pour faciliter la mise en place des instruments juridiques d'autre part, telle est la vision de ce colloque de 3 jours qui s'achève. Il constitue une étape importante du processus de consolidation de la paix et la reconstruction nationale. Le ressort de ce colloque national est un rapport général, un mémorandum et une recommandation d'une dizaine de pages. Diligenter le décret d'application de la loi d'indemnisation déjà dans le circuit, préciser dans la loi le sort des rapports de la Commission dont le président de la République est destinataire, impliquer dorénavant l'administration et toutes les entités avisées dans la mise en œuvre des mécanismes traditionnels, notamment les concertations intra- et intercommunautaires, refonder la Commission dialogue et réconciliation au moyen d'une loi et veiller à lui accorder toute l'indépendance requise pour sa sérénité. Vos débats ont particulièrement été fructueux. À l'aide des esprits éclairés, vous avez analysé le contexte du pays à l'aune des garanties de non-récurrence pour exhorter les autorités à s'inscrire dans la perspective d'un développement équilibré entre le Nord et le Sud. Les concepts de la justice transitionnelle étant déjà connus grâce aux différentes communications des experts nationaux et internationaux, il reste maintenant pour l'État d'écouter les victimes, ce qui nous amène à considérer que les coupables vont répondre de leurs actes criminels. C'est à travers le respect des droits de l'homme que la machine judiciaire pourra instaurer la paix, la concorde et la confiance absolue entre les Maliens. Toutes nos excuses pour ce problème d'aiguillage. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a inauguré hier le parc zoologique Néoluc de Bamako, fruit du partenariat État du Mali et le groupe Agacan. Le parc zoologique rénové jusqu'à hauteur de 4 milliards de francs CFA fera désormais le bonheur des adultes et surtout des tout-petits. Nous vous proposons de découvrir les nouveaux pensionnaires du site. Mahamadou Doumbia a pu voir des singes qui sont importés. Au lendemain de l'indépendance du Mali en 1960, le parc zoologique de Bamako était une fierté nationale. Il constituait ainsi pour les tout-petits un pôle d'attraction inégalé. Paradoxe, vers les années 2004, ce même parc zoologique traversait des moments très difficiles. Par manque d'eau, les animaux refusaient de manger. Accablés par la faim et les dures conditions de vie environnementale et d'assainissement d'alors, archives faisant foi. Aujourd'hui, tout cela appartient à l'histoire, grâce au partenariat public-privé entre le gouvernement du Mali et le réseau Agacan pour la culture qui a déboursé plus de 4 milliards de francs CFA. Les jardins zoologiques ont eu une mauvaise presse parce que la génération antérieure des jardins zoologiques était des prisons pour des animaux derrière des barreaux qui étaient en souffrance. Et c'était en plus d'entités qui n'apportaient pas une valeur pédagogique, une valeur éducationnelle. Aujourd'hui, j'espère, ces zoos de Bamako va donner une nouvelle vision, une vision positive des possibilités des jardins zoologiques. Parce que cette zoo, c'est un conservatoire des espèces en péril. Au dire du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement actuellement, le parc zoo qui vient d'être inauguré figure parmi les plus modernes d'Afrique de l'Ouest. Une centaine d'animaux y vivent. Ce sont entre autres des lions, des panthères, des hyènes, des tortues, des buffles, des singes, des caïmans, entre autres. Le zoo est actuellement peuplé de 300 pensionnaires, se répartissant entre 100 espèces. Ces animaux bénéficient des rations alimentaires adaptées et des soins appropriés. Il s'est enrichi d'animaux et d'oiseaux en provenance d'autres zoos d'Europe, comme la France, mais aussi d'autres pays d'Afrique. Il est attendu dans les prochains mois un couple d'adax et un couple de damalisques qui sont des espèces en voie de disparition. Il me plaît d'annoncer la naissance de 2 lionceaux jumeaux
et d'un petit buffle, toutes choses qui augurent d'un lendemain meilleur pour la prospérité de notre zone nationale. À partir de ce jour, désormais, parents et enfants pourront visiter le parc zoologique moyennant 500 francs pour les adultes et 300 francs pour les tout petits. La 24e Assemblée générale annuelle de l'Union des caisses Kafo-Djiguiné a débuté ce matin à Bamako. Les sujets à l'ordre du jour sont la présentation du rapport d'activité au titre de l'exercice 2012 et l'accroissement de l'activité des caisses de base. Il sera également question de l'élection des membres du comité et déontologie. Reportage Rachel Tessougué. La 24e Assemblée générale de Kafo-Djiguiné se tient dans un contexte particulier. Malgré un environnement socio-économique difficile, marqué par l'impact de la crise socio-politique et sécuritaire, Kafo-Djiguiné a pu faire accroître en 2012 ses indicateurs de portée. Le nombre de sociétaires s'est accru de 16 532 nouvelles adhésions pour atteindre un total de 322 853 sociétaires. L'encours des dépôts a augmenté de 7,27%, soit une hausse de 3%. Le total bilan de Kafo-Djiguiné s'est établi au 31 décembre 2012 à 35 milliards 581 millions, soit une augmentation de 5%. Aussi, les fonds propres sont en augmentation de 12,60%. Le gouvernement a félicité Kafo-Djiguiné pour ses performances enregistrées l'an dernier. À cet effet, un prix a été décerné aux 3 meilleures caisses du réseau. Je note avec satisfaction les résultats remarquables jusque-là atteints. Votre institution représente en activité plus de 30% du secteur de la microfinance du pays. Kafo-Djiguiné est une institution de microfinance dont la mission consiste à offrir des services financiers de proximité tels que l'épargne, le crédit, la micro-assurance et le transfert d'argent. L'association Conseil pour le développement Accord Nietasso fait le bilan de la réalisation du projet intégration socio-économique de 300 femmes démunies dans les communes rurales de Sibi et de Soba dans la région de Koulikoro. Adama Kodjo, compte rendu. Les femmes de Tabou et de Sandana se sont mobilisées ce mardi et mercredi pour manifester leur joie suite à la réalisation du projet qui vise leur intégration socio-économique dans les communes de Sibi et de Sobra dans la région de Koulikoro. Le projet a permis de revaloriser la production locale à base d'arachide, de noix de karité et de mangue. Le projet qui arrive à terme a été exécuté par l'association Conseil pour le développement Accord Nietasso. Nous avons réalisé pour les femmes de la commune de Sibi un centre de production de la pâte d'arachide et nous avons aidé à développer le marché pour la commercialisation de cette pâte d'arachide. Nous avons pour les femmes de Sandama mis en place un centre de production du beurre de karité. Nous avons permis à ces femmes-là d'accéder à des équipements. Dans la bourgade de Sandana, elles sont au nombre de 147 femmes qui ont pris part à la production et à la vente du beurre de karité de qualité. En 2012, malgré la crise que traverse le pays, les prestations du service moulin de la bourgade ont engrangé une recette de plus d'1 million de francs CFA. La vente annuelle d'unités de production de pâtes d'arachide de Tabou s'élève à plus de 500 000 francs CFA. Grâce à l'appui du projet, la coopérative de transformation des fruits de Sibi a vu son chiffre d'affaires s'élever à plus de 2 200 000 francs CFA. Nous essayons chaque fois de mettre les femmes au boulot pour qu'elles-mêmes produisent leurs propres recettes pour les condiments. Donc à ce niveau-là, les femmes contribuent énormément et ce qui fait que dans le cadre du paiement des taxes de développement local, ça a un impact sérieux parce que ça permet à l'homme en ce moment de faire face aux engagements liés en tout cas au développement de sa commune. J'ai vu un engagement énorme de la population, notamment les associations de femmes. Et bon, parmi ce que j'ai vu, c'est excellent. Le projet de 30 mois a coûté plus de 90 millions de francs CFA aux fondations espagnoles Caixa et Sideal. Souffert, c'est l'intitulé d'un livre qui vient d'être présenté au public. Ce roman jette un regard critique sur certaines pratiques dans notre société, comme l'excision et le mariage forcé. Cet ouvrage parle aussi des relations entre la personne et sa société. Cheikh Oumar Sangaré.
Fatoumata Keïta a embrassé la plume à partir de l'émission Coin du poète sur la chaîne 2 de l'ORTM. Souffert est son premier roman. Sociologue de formation, elle jette un regard sociologique sur la société malienne où la vie des femmes est souvent bouleversée entre le respect des coutumes et le désir d'émancipation. C'est un roman multithématique qui parle de l'immigration, qui parle de la famille, qui parle de l'éducation, qui parle de l'individu dans la communauté. Le poids de la communauté sur l'individu, c'est un roman qui ramasse tout ça. C'est un regard sociologique en fait sur la société malienne, sur l'état dans lequel, le contexte dans lequel se pratique l'excision. Si ce ne sont pas les parents qui le font, c'est toujours une tante ou bien une sœur ou bien une belle-sœur qui est là, qui impose de le faire. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai décrit l'excision pour dire que c'est un phénomène difficile à combattre. Souffert, l'ouvrage de 160 pages, parle aussi du mariage forcé et de plusieurs autres pratiques qui participent à la même mise sur la femme. Le public présent à la cérémonie de présentation du livre a apprécié la qualité littéraire du roman. Et donc, moi je trouve que c'est un livre très intéressant et c'est un livre facile à lire. Quand on parle d'excision, c'est les femmes et qu'une femme se mette aussi à écrire sur l'excision, c'est une façon de sensibiliser les gens par rapport à ce problème aujourd'hui qui constitue un problème de santé publique. Le livre Souffert est disponible dans les librairies. L'élection présidentielle 2013, les vrais enjeux, c'est ce soir après ce journal télévisé. Aujourd'hui, il sera question de la mobilisation des électeurs pour aller voter dans l'objectif de relever le taux de participation jugé toujours bas dans notre pays. Les invités sont les représentants du CENID Faso Iriwaton, de l'UDD, du Parena, mais également du président de CRI 2002, Dr Abdoulaye Sall, et de la présidente de l'APDF, Madame Fatoumata Siré et Diakité. Présidentielle 2013, les vrais enjeux, c'est juste après ce journal et ça sera une présentation de Youssouf Touré et Boubacar Touré. Voilà, mesdames et messieurs, cette annonce met définitivement un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Amara Malé Diallo. Et s'il plaît à Dieu, je serai là à 20h pour l'édition du soir. Excellente nuit à tous et bon week-end.